Bonjour à tous, bienvenue sur Fitness Logic Radio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Louis Papot, coach Louis. Merci beaucoup de prendre le temps de faire ce podcast avec moi. Alors, je vais te laisser te présenter, dire un peu ce que tu fais et aussi dire comment on s'est rencontrés et comment on a entretenu cette amitié depuis. Je te laisse te présenter, Louis, et ensuite on enchaînera sur les questions et les différents sujets qu'on veut aborder ensemble aujourd'hui. Ça marche. Ben, déjà, merci beaucoup. Merci à toi pour m'accueillir sur ce podcast. Je sais plus parler français déjà. Euh, et euh, ouais, alors du coup, bah, moi je suis coach sportif en Angleterre, sur Londres. Il faut savoir que donc voilà, j'ai un parcours un petit peu atypique où j'ai pas mal voyagé et à la base, j'étais pas du tout destiné à être dans le milieu du fitness. Absolument pas. Sur ça, on se ressemble un petit peu. Euh, à la base, j'ai fait des études de commerce et de management qui m'ont amené également jusqu'en Australie, donc là où tu es actuellement. Exactement. Et c'est là vraiment que j'ai découvert un petit peu bah, l'ampleur en fait du fitness et de l'industrie du fitness et ce que c'était vraiment en fait, parce que voilà, faut savoir qu'à l'époque, en 2012, quand je suis parti en Australie, le fitness en France c'était encore un petit peu aux prémices de ce que c'est actuellement. Hein. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur bah, voilà ce que c'était vraiment l'industrie du fitness et sur les potentielles opportunités professionnelles qu'il pouvait y avoir. Et j'avais pas mal d'amis là-bas, d'amis suédois notamment qui étaient dans le milieu du fitness et qui étaient en train de devenir coach sportif, qui étaient en formation. Et ça m'a un petit peu tapé à l'œil, ça m'a donné vraiment envie de faire ce métier tout en voilà. Et à l'époque, voilà, je jouais toujours au rugby Ouais, et c'était c'est ce que j'allais dire, c'est que toi, t'as un background athlétique et t'as quand même été, enfin, t'as découvert le fitness, mais t'as toujours été passionné de sport et en particulier de rugby, hein, c'est ça? c'est ça. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours touché un petit peu à tout quand j'étais gamin. Et, à 5 ans, j'étais sur des skis. J'ai fait du vélo, j'ai fait du tennis, j'ai fait du judo, j'ai joué au foot. Et c'est ensuite vers les 12 ans que j'ai commencé le rugby. Et ensuite, je suis resté au rugby tout au long on va dire, des 10 prochaines années jusqu'à mes 22 ans. Euh, j'ai, j'ai été, euh, j'ai joué au rugby. Et pour ceux qui savent pas, en Australie, le rugby, c'est un gros truc. Et enfin, ils ont le rugby, ils ont aussi ce qu'ils appellent le Football League, qui est, Ouais, qui est une rugby league, espèce de rugby league. rugby league, qui est une espèce de, de sport où t'as des bodybuilders qui jouent avec un ballon en quelque sorte. C'est ça. Et ce qui m'a marqué surtout, c'est là-bas, c'est vraiment la mentalité qui est complètement différente, qui est vraiment portée sur la performance, sur la récupération. Il y a des prépas physiques dans les clubs, même dans des clubs amateurs. Et c'est des choses auxquelles j'avais pas forcément accès moi au sein de ma structure en France. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur voilà qu'est-ce qu'était bah, la performance, qu'est-ce qu'était l'entraînement, la récupération, voilà s'entraîner sérieusement. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé, qui m'a vraiment marqué et qui m'a vraiment donné envie ensuite voilà, de me projeter vers cette carrière que j'ai actuellement de coach sportif en Angleterre. Ok. Et donc suite à ça, je suis rentré en France. J'ai fini mon master de management, voilà pour entre guillemets continuer mon cursus scolaire, euh, rassurer mes parents également, dans le sens où voilà j'avais un diplôme, j'étais employable euh, et j'ai travaillé en alternance pendant 2 ans chez Decathlon. Donc voilà, c'était un petit peu un moyen pour moi d'être dans le milieu du sport, dans le milieu du fitness, mais c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Et pendant ces 2 ans, voilà, j'ai réalisé que ce que je voulais faire, c'était vraiment coach sportif. Et je me suis décidé à la base à repartir en Australie pour passer mes diplômes en fait, pour passer mes diplômes de coach sportif. Et à l'été 2017, donc à la fin de mon master, il se trouve que Antoine et toi donc avaient lancé la formation Bayesian.
Euh, et j'ai bifurqué vers cette formation au lieu de partir en Australie pour différentes raisons, et notamment financières. Donc voilà, j'ai décidé de bifurquer vers la formation bayésienne et de me former de cette manière. Et donc c'est comme ça qu'on a pu échanger, qu'on a pu se rencontrer, et ça a été une belle expérience. Ouais, c'est vrai que tu nous as fait confiance parce que tu faisais partie de la première promotion bayésienne. Donc pour nous c'était un stress assez important à l'époque et on était hyper contents et hyper fiers d'avoir des gens qui nous rejoignent avec une vraie passion et l'envie de se développer par rapport au coaching, à la préparation, au fait d'aider les autres à atteindre leurs objectifs en termes de performance, etc. Et je pense que ça a été une expérience qui a été extrêmement enrichissante, j'imagine, pour toi, mais aussi pour nous, parce que c'était aussi la première fois qu'on mettait un peu le pied dans le système éducatif fitness. Du coup, la première fois où on s'est rencontrés, enfin, on discutait évidemment via le groupe, mais la première fois qu'on s'est rencontrés, je pense que c'était au meet-up bayésien, hein, c'est ça, je crois. On s'était rencontrés une première fois à Paris, Ah oui, sur exact. la journée, sur la journée sur la réathlétisation, pardon. Et c'était la première fois qu'on se rencontrait, ouais. C'était Exact. sympa, sympa. Exact, exact. Et une des raisons pour lesquelles moi je voulais qu'on fasse un podcast ensemble, c'est que alors déjà tu as une démarche qui est super intéressante et d'ailleurs nous on échange, enfin toi et moi on échange là-dessus assez souvent. C'est le fait qu'on continue à se former. Toi t'as passé Bayesian, mais tu t'es pas arrêté là. Tu as compris que Bayesian c'était quelque chose qui t'apportait des outils, qui t'apportait peut-être des connaissances que tu n'avais pas avant, mais c'était aussi un peu une rampe de lancement vers le fait de continuer à apprendre et à développer tes connaissances. Et aujourd'hui, tu as une approche qui est super intéressante parce que tu as toujours envie de rester, on va dire, proche de ta passion originale du rugby et de la préparation physique. Et tu as toujours ce côté athlétique qui est comment dire, dans Bayesian, on parle vraiment beaucoup de la construction musculaire, du développement musculaire, etc. Mais c'est pas aussi spécifique que, tu vois, une préparation spécifique à un joueur de rugby avec tout ce qui est technique autour, la spécificité qui fait le joueur de rugby en fait. Et c'est quelque chose que tu intègres toi dans ta préparation aussi. Donc tu es aussi un passionné de bodybuilding d'une certaine manière parce que tu as aussi une recherche d'esthétisme dans ta démarche. Mais moi qui te suis, qui vois comment tu t'entraînes, etc., tu veux rester a weapon comme on dit en anglais, c'est-à-dire que tu veux quand même être hyper fonctionnel. Alors les gens critiquent toujours le mot fonctionnel, mais dans le sens où t'as pas envie d'être limité par ton bodybuilding en fait d'une certaine manière, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, complètement. En fait, Bayesian, ça a été une période de ma vie où j'avais besoin de me reconstruire. En fait, mon corps était, voilà, j'ai eu pas mal de blessures notamment sur les 3 dernières années de ma pseudo carrière de rugbyman. Et du coup, j'avais besoin en fait de me reconstruire. Et la manière dont je me suis reconstruit, c'est à travers notamment le bodybuilding, euh, pour tout simplement me renforcer. Et j'avais aussi ce besoin de gagner en confiance, gagner en confiance en moi. Euh, Physiquement, mentalement, c'était un besoin. Donc j'ai vraiment apprécié les principes donnés par la formation bayésienne. Et ensuite, je me suis rendu compte aussi que j'avais aussi une envie de plus, en fait. Une envie un petit peu d'élargir ma pratique, d'élargir mon spectre vers autre chose. Et c'est là, en fait, où j'ai eu envie de retrouver un petit peu les sensations que j'avais ou que je pouvais avoir à travers le rugby, qui sont voilà, des efforts intenses, euh, une, voilà, transpiration, le cardio monte très vite, monte très haut. Avoir ce côté un petit peu aussi ludique dans la pratique avec toucher un petit peu à tout, à des kettlebells, à des D-balls, à des sacs, varier un petit peu les méthodologies d'entraînement, que ce soit course à pied, bodybuilding, etc. Ouais, j'ai eu envie de mixer un petit peu tout ça. Et c'est quelque chose qui se fait pas mal en Angleterre, donc ils appellent ça l'entraînement fonctionnel.
Voilà, aujourd'hui, l'entraînement fonctionnel, ça veut tout rien dire. Ouais. Euh, Ça Ça veut veut tout aussi rien dire dire faire parce qu'en fait, des voilà, squats sur un Bosu Ball, malheureusement. exact, exactement. Le fonctionnel, c'est tout simplement, c'est spécifique à la pratique, c'est spécifique au contexte. Ce qui est fonctionnel pour un rugbyman ne va pas l'être forcément pour une personne qui veut faire du bodybuilding ou qui veut juste se sentir bien dans la vie de tous les jours. Donc, euh, donc voilà, j'ai voulu un petit peu mixer tout ça. Et aujourd'hui, bah, mon entraînement, il est divers et varié, et c'est ça que j'aime bien aussi. Mais on va dire qu'à 40%, j'ai gardé cette structure, ce noyau de bodybuilding, en fait. 40% de ma pratique, voire même peut-être plus sur certaines semaines quand je me sens un petit peu mâché et que j'ai pas forcément envie de me démonter avec des gros lifts ou des metcons intenses. Voilà, des fois, je monte jusqu'à 60% de ma semaine avec du bodybuilding pour vraiment continuer à me construire. J'ai toujours cette envie d'esthétique et de me développer physiquement. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Et justement, pour les gens qui voudraient avoir une approche, parce que tu sais, il y a souvent un profil de personnes qui sont quand même mordus de bodybuilding et qui font du bodybuilding depuis un certain temps. Mais tu sais, ils commencent à se dire, oui, bon, bah, le bodybuilding, c'est bien, mais j'ai perdu un petit peu cette excitation dans mon entraînement. J'aimerais bien me sentir un petit peu plus fluide sur des mouvements globaux, tu sais, parce que souvent, avec le temps, tu fais de l'isolation pas mal, tu sais, pour développer tes muscles, etc. Et finalement, tu perds souvent des dynamiques un peu plus complexes avec le gait cycle ou des choses comme ça pour la course. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment tu t'y prends au niveau de ton entraînement, à quoi ressemble un peu ton split et ton organisation par rapport à ça? Complètement. Ouais, alors de la manière dont je structure mes séances un petit peu, donc j'ai déjà commencé par la séance en elle-même, et ensuite on parlera peut-être d'une semaine d'entraînement en complet. Bien sûr. Mais sur ma séance d'entraînement, donc j'ai ce que j'appelle j'ai le warm-up ou le primer, ce qu'on appelle en anglais un petit peu sa façon de switcher le body, le corps, et de préparer le corps à l'effort en fait. Voilà. Donc je vais prendre en fait les gros mouvements euh, polyarticulaires que je vais avoir durant ma séance. Donc admettons, je vais faire du soulevé de terre aujourd'hui. Et donc je vais décortiquer le mouvement de manière à m'échauffer correctement les gros groupes musculaires. Donc ça, c'est ce que j'appelle par exemple, ça va être un suitcase carry, donc pour travailler tout ce qui est anti-flexion latérale au niveau du gainage. Ensuite, je vais venir mettre un travail d'anti-extension, donc ça peut être par exemple un, un TRX rollout, tu vois, par exemple, ou un dead bug pour travailler vraiment cette anti-extension. Ensuite, je vais venir peut-être faire, par exemple, un single leg hip thrust, donc travail d'extension de hanche qui va venir compléter mon soulevé de terre. Et je vais finir ensuite par une activation de mes dorsaux pour vraiment protéger au maximum ma ceinture lombaire. Voilà. Ok. Donc ça, c'est prendre le mouvement en lui-même et venir ensuite le décortiquer. Donc ça représente, on va dire, 10-15 minutes de ma séance. C'est généralement 2 tours. C'est des exercices. On cherche pas du tout la stimulation musculaire. On cherche juste à bien s'échauffer, à bien se mouvoir. On est vraiment très loin de l'échec. Et c'est généralement des répétitions qui sont assez élevées. C'est Et des ensuite, suite à exercices, ça, finalement, c'est des exercices qui intègrent un bon mouvement au niveau de ton corps que tu vas ensuite pouvoir extrapoler ou dans des mouvements un petit peu plus exigeants en termes d'intensité par la suite, c'est ça? ouais, complètement. En fait, ça pourrait être ça pourrait être dit des exercices accessoires qu'on pourrait utiliser et qu'on pourrait porter à l'échec. La seule chose qui diffère, en fait, c'est l'intent, comment on dit en français, l'intention, en fait. Et là, l'intention, c'est juste de vraiment bien s'échauffer et bien préparer le corps à la tâche spécifique qui va suivre. Donc là, en l'occurrence, pour la séance en elle-même, le deadlift. Ensuite, donc j'ai toujours ce gros polyarticulaire qui est vraiment la dominante de ma séance. Donc deadlift, squat, bench, presse militaire. Ça va être les dominantes de mes séances. Et que ça va être également du coup le comment dire le noyau.
Et à la suite de ça, je vais travailler avec les exercices accessoires qui vont venir complémenter et qui vont venir ajouter un certain volume à mon entraînement. Donc, admettons, je pars sur une séance classique où je vais aller chercher un 2RM au deadlift sur 5 ou 6 séries. Donc, je vais monter progressivement sur mon 2RM. Une fois que j'ai obtenu mon 2RM, je passe ensuite sur mes exercices accessoires. Donc, ça peut être par exemple du Romanian deadlift, ça peut être éventuellement des tractions, ça peut être un peu de un peu plus de bodybuilding si je sens que voilà au niveau du système nerveux je suis un petit peu fatigué, etc. Je vais passer plus sur du bodybuilding, sur quelque chose d'un petit peu plus technique, où je vais essayer de plus ressentir plutôt que de me focaliser sur la charge. Donc c'est vraiment comme ça que j'organise mes séances. Et à la fin, j'ai un Metcon de 10 à 15 minutes, donc un Metabolic Conditioning. On peut appeler ça aussi un WOD, hein, c'est très inspiré du CrossFit, où là, on va venir en fait reprendre le mouvement de base, donc par exemple le deadlift, et venir l'implémenter dans une structure un peu plus à haute intensité. Donc par exemple, ça peut être des Si, dumbbells. si je peux me permettre, là tu parles plus d'intensité métabolique et pas d'intensité à un pourcentage du 1RM, on est d'accord? Complètement. Là, on est sur l'intensité cardiovasculaire, donc le cœur va monter Ok. très haut, très vite, et en fait, on vient implémenter le mouvement pour ajouter un peu plus de volume à celui-ci. Donc, ça peut être par exemple des cleans avec halter, ou ça peut être tout simplement des deadlifts avec halter, couplés avec du rameur et des box jump, par exemple. Voilà. Donc là, on a un exercice de flexion et d'extension de hanche euh, au niveau des box jump, pareil sur le deadlift et également sur le rameur. Donc voilà, c'est un petit peu la manière dont je structure mes séances. Donc en fait, c'est intéressant. Tu vas peut-être nous expliquer après comment tu organises un peu tes semaines, mais d'après ce que je comprends, tu organises tes entraînements autour d'un ou plusieurs mouvements, on va dire, et tu fais une préparation spécifique à ce mouvement via certains exercices. Ensuite, tu vas travailler des intensités en termes de pourcentage de 1RM qui sont assez élevées pour euh, voilà, pour te pousser quand même sur ces exercices-là. Et ensuite, tu vas intégrer des exercices un petit peu plus pour l'hypertrophie, entre guillemets, plus bodybuilding pour construire de la masse musculaire. Et finalement, tu finis avec quelque chose qui est, comme tu disais, plutôt cardiovasculaire, où tu vas te pousser et où tu finis ta séance. Et je pense que tu es un peu démonté, si je peux me permettre. Exactement. En fait, tout va dépendre du RPE de ma séance. Donc le RPE, c'est Rate of Perceived Exertion. C'est un petit peu comment dire, une échelle pour calculer la degré de difficulté de ma séance en fonction de comment je me sens sur la journée. Donc, faut savoir que mon exercice polyarticulaire, il est basé sur ce RPE. Suite à ça, je vais ajuster également le volume. Donc, par exemple, en concernant le volume, je vais peut-être avoir entre 3 et 5 séries. Si je me sens vraiment très bien, si je me sens en forme sur la journée, que j'ai bien dormi, que j'ai bien récupéré, etc., je vais peut-être pousser jusqu'à 5 séries sur cette séance. En plus du metabolic conditioning de la fin, si je me sens vraiment fatigué, etc., je vais avoir un RPE beaucoup plus bas, je vais réduire le volume et je vais même peut-être faire sauter le conditioning de fin pour pas, entre guillemets, vraiment cracher mon système nerveux central. Quand tu dis 5 Il faut séries, savoir, c'est ouais, 5 séries par rapport à l'ensemble de ta séance ou 5 séries par exercice? 5 séries par exercice. Ok, d'accord. Voilà, Donc donc ça ça peut peut varier faire quand entre même 3 et 5. ça peut faire quand même pas mal de volume sur une séance, on est d'accord. Ça peut faire beaucoup de volume sur une séance, sachant que voilà, les exercices accessoires, j'en ai généralement entre 3 et 4, donc ça peut monter jusqu'à une 25 séries sur une séance ou 15 séries sur une séance si je me sens vraiment fatigué. Donc on va dire qu'on est sur une échelle, une fourchette, on va dire de pratiquants débutants intermédiaires pour la séance où je me sens pas très bien, voire une échelle vraiment de pratiquants très avancés, voire élite pour la séance où je me sens extrêmement bien. Donc ça permet en fait d'autoréguler un petit peu mon état de forme par Et rapport à mon état de forme, je, d'autoréguler mes je pense séances. que c'est important de rajouter que
que Louis a déjà une génétique quand même avantageuse et en plus, moi, je te connais, Non, mais c'est important de le dire, tu vois, parce qu'il y a des gens qui travaillent, tu vois, assis toute la journée et qui écoutent ça et qui se disent ah ouais, ça c'est une bonne idée, je vais faire ça. Il faut savoir que tu as de l'expérience et que tu optimises tout à côté. Je sais que tu es super à cheval sur ton sommeil, tu es super à cheval sur ta nutrition, etc. Donc, tout cet environnement que tu mets en place te permet aussi d'avoir des entraînements qui sont aussi exigeants en termes de récupération. Donc ça, je pense que c'est aussi important de le dire pour nos éditeurs pour qu'ils comprennent que tu fais, enfin, t'es pas en train de manger du McDo et dormir 3 heures par jour, enfin, et passer ton temps sur ton téléphone, etc. Tu vis aussi pour te défoncer à l'entraînement et tout optimiser à côté. Et c'est important quand on fait un volume comme ça qui est important. Et même toi, tu le dis, il y a certains jours où bah, peut-être que tu sens que tu as sous-récupéré et tu viens ajuster à la baisse parce que tu sais que si tu fais 5 séries, enfin, si tu fais 25 séries de travail sur ta séance, tu vas te tuer et tu risques bah, de te faire mal ou que ça soit un travail qui soit de mauvaise qualité d'une certaine manière et c'est pas ce que tu cherches. Complètement, hein. C'est quelque chose que je prends en compte lorsque je programme pour mes coachés, pour mes athlètes. C'est vraiment le niveau d'expérience en fait. Quel est leur est-ce qu'ils sont habitués à un tel niveau de contraction musculaire? Euh, Combien de temps ça fait qu'ils s'entraînent? Si ça fait une dizaine d'années qu'ils pratiquent l'entraînement, que ça soit à travers le sport que j'ai pu pratiquer, le rugby, puis ensuite la musculation, puis ensuite toucher un petit peu à différents types de sports. Voilà, le corps en fait réagit de manière un petit peu différente par rapport à ça. On peut se permettre d'avoir des volumes plus élevés. Mais c'est vrai qu'une personne, comme tu dis, qui passe beaucoup de temps assis, bah, peut-être qu'on va passer un petit peu plus de temps sur comment dire, les exercices accessoires, peut-être chercher un petit peu moins d'intensité. Ça va ressembler en fait beaucoup plus à un programme de bodybuilding avec quelques exercices correctifs ici et là. Et peut-être que en fonction des objectifs de la personne, si la personne souhaite juste voilà, construire du muscle, se sentir bien, etc., peut-être que un conditioning à la fin n'est pas vraiment nécessaire en fait. C'est vraiment ça, hein. Euh, mais c'est clair que prendre le niveau de la personne, c'est quelque chose de très important parce que on peut faire plus de mal que de bien si on met un volume d'entraînement trop élevé. Et ça, c'est Complètement. même en termes de résultats, hein. Euh, Plus ne veut pas dire mieux, mieux veut dire mieux en fait. C'est une expression tirée de l'anglais, mais c'est vraiment Ouais. quelque chose que j'applique au quotidien Je avec pense il y a deux choses que tu vois souvent, c'est, excuse-moi de te couper, c'est que un, les gens surestiment leur activité physique au quotidien. Souvent, tu vois des gens qui pensent qu'ils sont actifs alors qu'ils sont sédentaires en réalité. Et deux, les gens surestiment souvent leur capacité de récupération parce qu'ils n'optimisent pas le reste de leur lifestyle en termes bah, de sommeil. Enfin, tu sais, l'entraînement enfin, l'entraînement, c'est quoi? Entraînement inconscient, je sais pas quoi. Enfin, bref, la récupération, le sommeil, la nutrition, tout ça qui fait que tu peux te permettre un volume comme ça. exactement parce que dans une séance, ça va durer quoi? 60-90 minutes, au maximum peut-être 2 heures si Non, vraiment la séance. c'est 45 minutes d'après Ben Pakulski. Si tu fais plus, tu sais pas à quoi tu parles. Euh, ouais, c'est ça. Au maximum 2 heures si ta séance est vraiment longue et que tu as plusieurs blocs. Et encore, sur ces 2 heures, tu vas sans doute avoir besoin de prendre une petite pause au milieu. Mais qu'est-ce que tu fais le restant du temps en fait? Est-ce que ta nutrition est optimisée? Est-ce que ta récupération, ton sommeil, alors sans parler d'optimisation, mais est-ce que tu obtiens voilà 7 heures de sommeil au minimum, tu vois? Euh, Est-ce que à côté de ça, tu vas peut-être voir un ostéo ou recevoir des massages pour essayer de voilà de garder ton corps, on va dire, de manière optimale. Ou même Faut savoir que moi, par exemple, ouais, j'essaie d'avoir en fait un rendez-vous d'ostéo tous les mois, même si j'ai pas forcément des douleurs, même si j'ai pas forcément de blessures actuellement, mais c'est juste pour un petit peu comme on entretient une voiture, venir tout simplement checker un petit peu tout ça et voir si j'ai quelconque déséquilibre de par l'entraînement à haute intensité ou en tout cas à haute fréquence que j'effectue.
voilà, des fois, c'est vrai qu'on a des petits, le corps bouge un peu, quoi, en fait. Ouais. J'ai deux questions pour toi. La première, c'est est-ce que tu penses que les gros exercices polyarticulaires sont nécessaires? C'est un truc dont on a déjà parlé avec Axel, mais je sais que toi, t'aimes bien. J'ai mon avis par rapport à ton cas spécifique, mais je voulais te poser la question. Euh, Nécessaire, je dirais, en fait, rien n'est nécessaire, en fait. Mais euh, tout dépend, en fait, du contexte et de la personne. Si la personne souhaite se sentir plus forte, aussi bien physiquement que mentalement, ça peut être intéressant de venir proposer des exercices polyarticulaires. En revanche, si le passé de la personne, il y a pas mal de blessures, il y a peut-être des objectifs plus portés vers le bien-être ou l'esthétique, ce genre de choses, mettre des exercices polyarticulaires qui potentiellement peuvent induire euh, des blessures ou qui peuvent faire peur, parce que c'est surtout la peur de cette grosse charge qui est surtout présente chez les personnes plus que le risque de blessure, parce qu'on est quand même dans un environnement qui est contrôlé et que si la personne se bouge bien, se, comment dire en français, se, ouais, ça, bouge bien et a une bonne technique, il y a peu de risques de blessure. Donc, obligatoire ou je dirais pas que ce soit existentiel en fait. Et c'est Et vraiment par rapport au contexte. je sais que dans ton contexte aussi, tu es dans une salle qui est, alors je sais pas comment on pourrait le dire, mais qui est entre guillemets fonctionnelle, c'est-à-dire que t'as pas beaucoup d'équipements, de machines type bodybuilding. Donc est-ce que si tu étais dans une salle avec, je sais pas, tu vois, des chest press convergentes, etc., est-ce que tu basculerais un peu plus d'exercice sur ce genre de machine ou pas? Euh, oui, en fait, la salle dans laquelle je suis, ça ressemble vraiment à une salle type de CrossFit, pour ainsi dire, hein. On a tous les équipements nécessaires à la pratique du CrossFit. Donc on peut dire que c'est comme une box en fait. Ouais, t'as des Moi, dans poulies ma quand même. pratique, oui, voilà, il y a une poulie vis-à-vis, poulie vis-à-vis avec un lat pull down. Dans ma pratique quotidienne, j'utilise régulièrement les poulies, j'utilise régulièrement. Je trouve qu'en termes de d'ajustement de la courbe de résistance, c'est très intéressant. Euh, et il faut savoir que moi, je suis pas vraiment fermé et je me dis pas non. Mon entraînement c'est fonctionnel, donc j'utilise pas de machine. Ou mon entraînement c'est bodybuilding, donc j'utilise aucun exercice fonctionnel, pas d'anneau, etc. J'aime bien un petit peu toucher à tout, euh, mixer un petit peu les choses. Je me considère un peu plus comme ouais, comme un touche à tout, comme un élève de ce que peut proposer la pratique sportive et l'industrie du fitness dans son ensemble en fait. Et Donc par pour répondre à rapport, ta question, vas-y. je pense que tu me proposes par exemple une presse convergente ou, euh, ou par exemple un tirage unilatéral convergent, ça peut être intéressant à intégrer dans mon entraînement. Mais comme pour tout, il y a un moment pour le faire en fait. Ouais, je vois. Par rapport à l'effet d'interférence, concurrent training en anglais, je voulais qu'on discute un peu de ça. Parce que du coup, dans la même séance, tu intègres un recrutement un petit peu plus cardiovasculaire, donc qui va être plutôt sur le spectre endurance force, du côté endurance, et du coup, tu viens juste d'une séance où tu étais plutôt sur le côté force. Est-ce que tu t'entraînes plusieurs fois par jour? Est-ce que tu splits tes entraînements? Comment tu t'organises un peu là-dessus? Est-ce que tu penses que tu sacrifies d'une certaine manière un peu le côté force, bodybuilding, parce que tu veux quand même être dans cette dynamique complet d'une certaine manière? Est-ce que tu peux nous dire un peu ton expérience par rapport à ça et comment tu t'organises? Ouais, complètement. Alors en fait, du coup, le concurrent training, c'est tout simplement le fait de développer plusieurs qualités en même temps. En fait, on essaye de pousser par exemple la force, l'hypertrophie et l'endurance en même temps, qui sont en fait trois qualités physiques que l'on peut développer par rapport au bodybuilding où on veut chercher uniquement à développer l'hypertrophie. Voilà. Donc la façon dont je structure un petit peu mes séances, donc c'est toujours basé sur la science et sur ce que peut dire la littérature scientifique. C'est-à-dire que, bon, déjà, lorsque j'ai par exemple du deadlift, du soulevé de terre,
je vais éviter d'avoir, par exemple, un long WOD ou un long moment d'endurance, donc plus de 15-20 minutes, euh, de manière à éviter les effets d'interférence au niveau du spectre force-endurance. Après, il faut savoir que c'est un spectre, c'est-à-dire que c'est pas noir ou blanc, c'est pas genre, voilà, j'ai l'endurance d'un côté, j'ai la force de l'autre, et au milieu, il y a rien. C'est vraiment un spectre. Donc, oui, je suis complètement conscient que il y a entre guillemets un effet d'interférence et que peut-être que je ne progresse pas aussi vite que si je faisais que du bodybuilding ou que si je faisais que de la force ou du powerlifting ou que si je faisais que de l'endurance. Après, quand j'ai des séances d'endurance pure et dure à faire, donc des séances type développement aérobique, là, ça va être des séances vraiment dédiées à ça. Donc, il y a deux façons de les implémenter. Soit je vais, par exemple, le faire le matin après mes coachings, donc généralement vers 9-10 heures. Et ensuite, je vais m'entraîner une deuxième fois dans la journée l'après-midi, vers sur les coups de 16 heures. Donc là, ça fait du coup que j'ai 6 heures de décalage entre mes deux séances et ça évite l'effet d'interférence au maximum. Et généralement, sur ce genre de journée, ça va être voilà le cardio le matin et une séance type upper body, hypertrophie l'après-midi. Donc au final, il y a très très peu d'effets d'interférence par rapport à ça. Ensuite, la deuxième façon que j'ai de faire, c'est tout simplement de me mettre sur un jour séparé. C'est-à-dire avoir un jour, là en l'occurrence j'en ai plusieurs, mais jour spécifiquement dédié à l'endurance, où auquel cas il y a très très peu d'effets d'interférence. Et je vais aussi regarder comment est structurée ma semaine. Admettons, je squatte le lendemain, peut-être que je vais éviter de faire de l'assaut bike et de la course à pied, qui sont quand même des exercices qui sont très taxants sur les membres inférieurs, en sachant que j'ai du squat le lendemain. Donc voilà, peut-être que je vais plus porter mes choix vers des burpees, du ski erg, du rameur, voilà, qui sont peut-être un petit peu plus orientés sur le haut du corps, en ayant dans l'esprit de garder en fait Ok. cette séance de squat. Donc, Voilà. si tu me permets de résumer pour les gens qui nous écoutent, Bien sûr. premièrement, tu essayes de limiter la durée de ton exercice d'endurance quand c'est dans la même séance, pour limiter le besoin de récupération et d'adaptation dans ce sens-là du continuum endurance-force. Ensuite, tu essayes de séparer au maximum tes séances. Alors, si tu as un truc purement aérobique, tu essayes de les séparer soit dans la même journée, soit carrément sur des jours différents, pour faire en sorte que tu aies assez de temps pour récupérer par rapport à la demande spécifique que tu as fait en fonction du type d'exercice que tu as fait. Et finalement, tu fais aussi attention à ce que tu demandes en termes d'adaptation, d'exigence, soit parce que la récupération est locale, donc tu te focalises par exemple sur faire un exercice en endurance sur un groupe musculaire ciblé, et ensuite le recrutement que tu demandes pour le côté force et hypertrophie soit peut-être sur un groupe musculaire différent. Comme ça, tu t'évites encore une fois d'avoir un effet d'interférence au niveau des adaptations contraires que tu demandes sur tes séances. Donc, ok, donc c'est super intelligent. Et tu peux ton mésocycle ou ton cycle se base sur une semaine ou c'est sur moins ou plus? Comment tu splits un peu tes entraînements en ce moment? Donc au niveau des entraînements, donc là en ce moment je suis un petit peu en autorégulation, donc il y a des semaines où je vais m'entraîner 6-7 fois par semaine, d'autres où je vais m'entraîner que 5 fois. Quand je sens que j'ai vraiment besoin de prendre un jour de repos, bah je m'écoute et je le prends. Euh, Après, au niveau de la structure de mon entraînement, donc je vais avoir par exemple le lundi, généralement je squatte le lundi, donc ça va être ma dominante va être le squat. Le lendemain, généralement, j'ai un bloc d'entraînement en endurance. Et en fait, j'alterne entre squat, bloc d'endurance, upper body. Et je reproduis un petit peu ce concept-là au fur et à mesure de la semaine. Donc Ok. après,
ça va être, j'alterne entre le squat, le soulevé de terre, euh, et pareil sur le upper body, bah, il va y avoir du bench, de la presse militaire, éventuellement du push press, ce genre de choses. Ok, ok, intéressant. Je voulais revenir également, parce que ça, on en a parlé tous les deux il y a quelques années maintenant, bah, je crois à l'époque, ou peut-être un petit peu après que tu aies fait Bayesian, c'est que tu as eu pas mal de complications au niveau de ta hanche. Si je me rappelle bien, tu avais beaucoup de mal à squatter. Où t'en es par rapport à ça? J'ai vu que tu squattais, donc j'imagine que tu as trouvé des solutions. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelles ont été les limitations en termes de blessures et comment tu t'en es un peu sorti, où t'en es aujourd'hui par rapport à ça? Parce que moi, tu sais que ça m'intéresse et je pense que ça intéressera nos éditeurs également. Complètement. Du coup, en fait, ça remonte un petit peu à ma dernière année de rugby où j'ai eu une pubalgie, en fait, qui a été plus ou moins non diagnostiquée. Je savais que j'avais quelque chose vers les adducteurs, voilà, ça s'enflammait constamment. Et il faut savoir que pendant 2 ans, je pouvais pas courir plus de 500 mètres sans avoir de douleur au niveau des adducteurs. Je pouvais plus squatter en bilatéral. Il fallait que je sois vraiment dans un axe, comme par exemple sur du leg press unilatéral ou sur du split squat, où là, ça allait. Il y avait très peu de sollicitations, mais dès que j'étais en bilatéral, ça me créait des douleurs, même sur un air squat. Donc c'était quand même quelque chose de problématique et quelque chose qui était très limitant et très frustrant. Et j'ai même pensé que je serais jamais capable de resquatter un jour. Hein. Honnêtement, c'était quelque chose d'assez dur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait pas mal de recherches. J'ai contacté des personnes notamment une personne avec qui je travaille actuellement, qui s'appelle Jens, qui est un coach vraiment extraordinaire dans le milieu et qui m'a fait pas mal travailler ma rotation interne de hanche. Donc voilà, suite au rugby, j'avais pas mal de déséquilibre musculaire, comme tout bon rugbyman qui se respecte. Et puis le corps également, les chocs à répétition sur le corps, notamment au niveau des hanches, notamment au niveau des épaules, et là en l'occurrence la hanche. Et, et du coup, j'avais un problème de rotation interne de hanche qui était vraiment très 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 limité. Donc ça a été presque Si, un travail de. si je peux me permettre de te couper, parce que je sais que des gens ils vont se dire, non mais il n'y a pas de rotation interne quand tu fais un squat, Louis, de quoi tu parles, etc. Et c'est un truc qui est assez intéressant quand même à savoir, c'est que euh, déjà il y a plus de muscles qui sont rotateurs externes de la hanche, donc tu as souvent un déséquilibre au niveau de comment se place le fémur. Mais avoir une bonne rotation interne, c'est important parce que ça te permet finalement de maîtriser la position du fémur au niveau du bassin. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu manques de rotation interne, et ben, c'est que ton os va pas bien se placer et potentiellement ça peut créer des problématiques. Alors, je sais pas si toi c'était une sensation de pincement. Bon, bah, tu avais le problème d'inflammation souvent, mais c'est vrai que les gens ne savent pas forcément ça, mais c'est souvent un problème sur le squat. Et on peut le voir parfois sur les gens qui ont tendance à, quand ils squattent, à avoir les pieds qui s'ouvrent ou qui cave in, et c'est souvent un manque de rotation interne. Ouais. Excuse-moi, je te laisse Ouais, continuer, Louis. complètement. En fait, c'est la pronation du pied avec généralement après un léger valgus qui est créé par cette pronation du pied, hein, qui est pas forcément un problème de rotateur externe. C'est plutôt en fait les rotateurs internes qui forcent en fait à avoir, comme tu disais, les pieds qui cave in et qui créent ce mouvement en fait, euh, ouais, ce mouvement de rotation interne. Enfin, donc voilà, j'ai pas mal bossé sur ça, pas mal de rotation interne, pas mal de mobilité. Mais alors, du coup, la façon dont j'ai de concevoir la mobilité, c'est pas forcément voilà faire du stretching, faire voilà du stretching statique, etc. Ça m'a aucunement aidé dans ma pratique. En tout cas, pour retrouver ma capacité à squatter, c'était plutôt en fait spécifique au mouvement en fait, simplement. Donc, ça peut être par exemple attacher une bande à une structure ou à un rack
Ensuite, venir l'attacher au niveau de la hanche et venir travailler cette rotation interne de hanche de manière unilatérale dans un premier temps, puis ensuite peut-être dans une position de squat basse pour venir en fait renforcer. Donc c'est presque en fait de la kiné, hein, c'est presque de la Une, rééducation. Euh, une sorte de proprioception en dynamique, en fait, c'est ça, un peu. ouais, c'est ça. On va dire que c'est ça. C'est venir réapprendre le mouvement ou recréer ces connexions neuromusculaires au niveau de la hanche. Ok. Et entre le moment où t'as... Alors, je sais pas si ça s'est initié via James et que tu as commencé à bosser avec lui, mais entre le moment où tu as découvert un peu tes problèmes et que tu les as mis en place, ça t'a pris combien de temps pour resquatter sans douleur à des intensités moyennes, enfin, tu vois, de travail? J'ai repris le squat. J'ai repris le squat en septembre 2019. Euh, ouais, j'ai repris le squat en septembre 2019. Ça a été compliqué. Dans un premier temps, sur du box squat. Donc voilà, il y a tout un système aussi de progression. Bien sûr. D'abord avec amplitude limitée, puis ensuite en front squat, parce que c'est ce qui me crée le moins de douleur à l'époque. Et ensuite, on a réintégré le back squat tout à la fin. Donc ouais, le processus a été quand même long puisque ça a pris quasiment 6 à 8 mois pour retrouver en fait un squat et même encore aujourd'hui c'est quelque chose que je dois faire régulièrement et c'est pour ça aussi que j'intègre ces exercices de préparation ou ces exercices accessoires au préalable de mes séances. Donc mes séances durent une éternité, notamment mes séances de squat qui durent vraiment longtemps, notamment presque 2 heures parce que bah, j'ai quasiment 20 minutes de préparation au mouvement pour travailler ma mobilité de hanche, etc. Et ensuite être capable de me mettre dans cette position de squat. Mais c'est là où c'est intéressant, ça montre aussi ta patience et ta détermination à vouloir faire quelque chose quand on en parlait, je me rappelle il y a quelques années, tu avais un peu fait une croix dessus et parce je me rappelle que je t'avais donné des conseils, etc. Par rapport à ça et qu'on avait essayé plusieurs choses parce que en l'occurrence, bah c'est vrai que même à l'époque, je crois que le goblet squat et le front squat ça passait, mais le back squat c'était vraiment pas possible. Donc c'est vraiment super que t'aies eu la patience et que tu aies eu un guide dans ce processus qui t'a permis avec le travail que tu as fourni, de retrouver un mouvement que tu avais un peu barré de ta liste. Mais ça va aussi d'une certaine façon, ça montre que bah, sans doute tu as fait des mouvements qui n'étaient pas optimaux pendant des années sans t'en rendre compte. Tu as peut-être tu vois, mis en place un programme d'entraînement qui n'était pas forcément adapté pour arriver vers un squat. Mais c'est comme quelqu'un, tu sais, qui est en fort surpoids et qui a mangé pendant 5-10 ans avec un surplus calorique et qui veut perdre du poids, mais qui veut retrouver sa shape d'il y a des ans en un mois, en fait. C'est pas possible. Et ce que tu as mis en place via ton training, via une sorte de rééducation vers un objectif de squatter sans douleur, c'est un peu une analogie de ce que les gens vivent via leur diète et le fait de, bah, vous avez pris du poids pendant un certain nombre d'années, et ben il faut accepter que ça va prendre peut-être quelques mois, voire quelques années avant de pouvoir revenir à faire un mouvement, à revenir à une composition corporelle que vous méritez et qui découle finalement du travail investi dans cet objectif, quoi. Ouais, c'est ça. Rien n'est irréversible en fait, mais il faut être patient, il faut être prêt aussi à être régulier. Ça a été un travail de longue haleine sur plusieurs mois. Chaque séance n'était pas forcément toujours une partie de plaisir, notamment au début où les inflammations étaient toujours présentes. Et c'est pareil pour une personne qui souhaite voilà faire changer sa composition corporelle, par exemple. Il faut être conscient de ce qu'on a fait de mal au préalable, des dégâts qu'on a pu causer à son corps, que ce soit physique au niveau de ma hanche, par exemple, en forçant dessus et en ayant une mauvaise rééducation de ma part. Et là, pour une personne qui souhaite perdre du poids, bah, sa mauvaise nutrition, ses mauvaises habitudes alimentaires, être conscient de ça et ensuite vouloir tout simplement le changer et être patient dans ce processus de changement et être régulier également. C'est très très important et je pense que les gens en fait oublie, on oublie beaucoup, on oublie très vite ce qu'on a pu faire
Euh, mais on pense que en quelques semaines ou en quelques mois, ça va être réglé, mais ça prend toujours plus longtemps que ce que l'on imagine, en fait. Et c'est pour ça il faut vraiment essayer d'apprécier au maximum ce que l'on fait au quotidien, de manière ensuite à, au fil du temps, à voir les résultats qui se mettent en place. Parce que si on cherche uniquement à avoir un résultat à un moment X, au bout d'un moment, on a beau être déterminé, on a beau être motivé, le mental va lâcher. Et c'est pour ça que il faut être dans la façon de se fixer des objectifs, il vaut mieux être process oriented, ce qu'ils disent en anglais process oriented, donc c'est-à-dire orienté vers le processus plutôt que vers le résultat en lui-même. Ouais, Donc je moi, en te l'occurrence, rejoins. pour l'entraînement, c'était assez facile parce que voilà, l'entraînement, j'adore ça et et j'ai continué mine de rien à m'entraîner, à prendre du plaisir, tout en intégrant ces exercices de rééducation et de mobilité dans mes séances, ce qui m'a permis au fil du temps de progresser et d'arriver à ce stade-là où je suis aujourd'hui, où je suis capable de mettre 150 kilos sur mon dos et de pouvoir squatter. Euh, pour autant, voilà, c'est un travail de longue haleine. C'est pas forcément là où je veux être, mais voilà, c'est mon parcours, c'est mon expérience, et il faut l'accepter en fait. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, ok, je vais faire une croix finalement sur mes objectifs actuels pour régresser d'une certaine manière et me reconstruire à partir de bases plus solides? Est-ce que tu as eu un peu ce déclic, cette démarche dans ta tête? Pas vraiment, parce qu'en fait, j'étais pas prêt à, à faire les sacrifices nécessaires pour ça. Donc, j'ai pas vraiment dit, ok, je vais arrêter tout ce que je fais actuellement pour me focaliser que sur ma rééducation. Mais et c'est là où j'aime beaucoup la pratique et la méthode de Jens, qui est d'intégrer des exercices correctifs au sein même de tes séances, sans pour autant sacrifier tes objectifs long terme. Et je pense que c'est l'avenir en fait C'est le- de la rééducation. c'est Et l'idée de s'entraîner correctement plutôt que faire des exercices correctifs, quoi, d'une certaine manière. exactement, les Anglais appellent ça hide your veggies. Donc c'est un petit peu cacher les brocolis dans la sauce spaghetti, tu vois. C'est ça. Euh, c'est pour l'enfant qui veut pas manger de légumes, tu lui mixes les brocolis dans le steak haché et ni vu ni connu, il mange ça, tu vois. Et c'est pareil, personne ne veut passer son temps à faire de la rééducation, notamment quand tu es un petit peu accro à la musculation comme je peux l'être et comme tu peux l'être également. Euh, Personne ne veut faire ça. Donc en fait, la façon qui est intelligente, c'est de cacher en fait ces exercices correctifs au sein même de tes séances. Donc par exemple, je te donne un exemple. Euh, Avec par exemple la Copenhagen Plank, donc qui est pour un renfort au niveau des adducteurs. Euh, Tu vas faire ton exercice polyarticulaire et pendant ton temps de repos, tu vas opérer du coup ta Copenhagen Plank qui va te permettre en fait on appelle ça un filler, pour remplir un petit peu le temps de repos. C'est pas quelque chose qui va être hyper challengeant, c'est pas quelque chose qui va impacter ton exercice polyarticulaire, mais ça va te permettre d'avoir au fil du temps un nombre de répétitions importantes et de cacher ces exercices correctifs au sein même de tes séances. C'est-à-dire qu'au lieu de perdre ton temps à regarder ton chrono, eh ben, tu fais une sorte de circuit training, mais avec des exercices qui vont, ouais, ou rester sur ton téléphone, exactement, qui vont te permettre de, bah, finalement, de pas gaspiller ton temps et aussi faire des exercices que tu aurais peut-être vraiment la flemme de faire à la fin de tes séances ou au début de tes séances. Complètement. Au lieu d'avoir voilà 20-30 minutes d'exercice accessoire ou même une séance spécifique dédiée à la mobilité, tu vas venir cacher ces exercices de mobilité au sein même de tes séances, mobilité ou renforcement, hein, mais au sein même de tes séances durant tes temps de repos. Donc admettons, tu fais ton soulevé de terre, tu prends 2 à 3 minutes de temps de repos, tu as largement le temps de faire 30 secondes de Copenhagen Plank euh, par côté durant ton temps de repos, de te reposer, de boire un coup, d'être frais nerveusement et ensuite de pouvoir repartir sur ta série suivante. Ok, top. Top. Bah écoute, j'espère que nos auditeurs implémenteront un peu cette méthodologie dans leur training. Euh,
Si j'aime bien poser cette question à mes invités, si tu avais un conseil à donner aux gens, c'est pas forcément training, nutrition, c'est vraiment ce que tu veux, lifestyle. Qu'est-ce- Quel serait le premier conseil que tu dirais à quelqu'un pour améliorer leur vie, pour qu'ils soient plus heureux, plus performants, ce que tu veux? Euh, j'aime bien le concept de répétition. Euh, tout n'est que répétition en fait dans la vie, que ce soit pour l'entraînement ou même que ce soit pour développer n'importe quelle compétence. En fait, plus on fait de choses régulièrement, donc plus on répète les choses, plus ça devient automatique et instinctif et naturel, et plus c'est quelque chose de facile en fait. Donc c'est vrai que si j'avais un conseil à donner à quelqu'un, que ce soit d'être plus à l'aise à l'oral, que ce soit d'être, enfin, tu m'as vu à l'époque, j'étais pas vraiment le mec le plus à l'aise à l'oral, Et moi alors? que ça soit c'est ça, que ça soit pour l'entraînement, que ce soit pour c'est la répétition. Everything is repetition. Je pense que c'est un concept important parce que c'est aussi quelque chose qu'on voit pas forcément en fait. Tu sais, c'est dans le sens où on voit souvent le résultat de quelqu'un. Tu sais, on se dit, waouh, lui il fait un handstand, il est incroyable. Waouh, lui il squatte 200 kilos, c'est incroyable. Mais ce qu'on voit pas, c'est que pour arriver à ces feats de performance ou même au niveau intellectuel en fait, quand tu vois quelqu'un qui a énormément de culture, quelqu'un qui est bon philosophe, etc. C'est des gens qui ont bouffé de ça à répétition tous les jours pendant des années, qui ont aimé, encore une fois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le processus. Parce que si tu n'aimes pas le processus, ça sert à rien d'avoir un objet. Ça sert à rien de viser quelque chose juste pour atteindre l'objectif. Il faut aimer le processus qui va te permettre d'accéder à cet objectif. Parce que comme tu le dis, de toute façon, sinon tu vas pas le faire. Mais c'est ce concept de répétition où tu vas répéter les choses tous les jours pour devenir meilleur sur ces choses-là. Et comme tu l'as très bien dit, que ce soit l'entraînement, le fait de parler devant la caméra, le fait de s'exprimer, c'est des choses que plus tu fais et plus tu deviens bon. Donc merci beaucoup pour ce conseil. Louis, pour les gens qui veulent te retrouver, quels sont les meilleurs supports, les gens qui veulent te contacter, les gens qui voudraient travailler avec toi, comment ils font? Alors j'ai donc sur Instagram coach Louis Pape, vous me trouvez à coach Je le mettrai juste underscore ici. Louis underscore Pape. Ensuite j'ai un site internet qui s'appelle Louis Pape Coaching, louispapcoaching.com, et également récemment j'ai relancé ma chaîne YouTube qui a Yes. besoin d'être alimentée en vidéo. Donc Louis Pape sur YouTube, où vous pouvez trouver déjà les quelques vidéos que j'ai pu faire au préalable et Attention, prochaines vidéos tu te mets la que je vais pression là, sortir. hein. Ça veut dire que tu dois poster une Exactement. fois par semaine à partir de la sortie de ce podcast. J'en ai besoin, j'ai besoin de cette pression sociale. Top, top. Bah écoute, Louis, merci énormément d'avoir partagé avec nous bah, ton expérience, ta vision de l'entraînement qui est assez spéciale et qui correspond à ta personne. Et encore une fois, bah, je vous mettrai à tous les liens vers le site de Louis, son Instagram, et n'hésitez pas à aller le solliciter un petit peu, à glisser dans ses DMs, comme on dit en anglais. Et bah, on se retrouvera sans doute prochainement pour peut-être un épisode 2, si t'es chaud, pour parler d'autres choses. Yes, carrément. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir accueilli. Et puis, c'était un grand plaisir de pouvoir partager un petit peu ma vision des choses, mon expérience à tous tes auditeurs. Top. Merci Louis. À plus tard. Ciao, ciao, poulet. Ciao.